Hier, on parlait de comment trouver le temps d'écrire et j'essayais d'expliquer ma position par rapport à ce problème, qui est un problème que tout écrivain rencontre. Et pour moi, c'est moins un problème de temps qu'un problème de discipline et d'habitude. Et il faut trouver la manière de se créer des habitudes de travail pour discipliner son imagination et éviter comme ça les errements et les pertes de puissance au moment où il faut les, euh, les utiliser. Et aujourd'hui, on va essayer d'aborder un autre problème que tout aspirant écrivain, auquel tout aspirant écrivain est confronté, c'est comment on apprend à écrire, parce que on apprend le français en primaire, mais c'est apprendre à communiquer en français et pas à s'exprimer de manière artistique et littéraire en français. Et c'est ça, personne ne nous l'apprend. Et en France, encore moins, puisque aux États-Unis, chaque fac a son master de creative writing. Et en France, il y a deux, trois établissements qui commencent timidement à enseigner ça de manière en plus très universitaire et un peu chiante à mon goût. J'ai rien contre les universitaires en général, mais je trouve que l'enseignement de la littérature manque de charme et de sensibilité. Mais bon. Euh, et j'essaye ce soir de proposer quelques pistes pour remédier à cela. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Thibaut Malfoy, je suis écrivain. Et, euh, et j'ai lancé l'année dernière une formation à la création littéraire qui s'appelle Écrire et qui a pour ambition de former voilà, comme ça, de jeunes aspirants écrivains qui sont à peu près au même point où j'étais condamné à rester si je ne m'étais pas pris par la main. C'est voilà, on veut écrire, on sait qu'on veut écrire et que c'est ça qui nous plaît et sans lequel on peut pas vivre décemment. Mais après ce constat, on est perdu dans son imagination et on ne sait pas par quel bout la prendre pour la transformer en littérature. Et moi, j'ai pu, bon an, mal an, m'en sortir avec beaucoup d'erreurs. Je pourrais vous faire la liste, c'est assez instructif. Et surtout, beaucoup de temps perdu d'une part, à douter de la direction dans laquelle se lancer. Bienvenue, il reste encore une place là. Et ensuite à faire des allers-retours, des essais infructueux, rester condamné dans des cul-de-sac ou des impasses. Et voilà, c'est autant d'occasions pour se décourager et abandonner, et ce qui explique sans doute, à mon sens, la grande différence quantitative entre le nombre de personnes qui déclarent vouloir écrire et le très petit nombre d'élus qui réussissent, enfin d'élus, c'est un bien grand mot, qui réussissent à finir un manuscrit, à le voir publié ou à l'autopublier en ligne. Donc voilà pour l'image générale à la fois de cette formation et de ce groupe de rencontres. Et ce soir, donc, on va essayer de comprendre comment on peut, pour vous, apprendre à écrire et pour moi, enseigner cette chose qui est encore assez peu répandue en France. Et je vais vous mettre à l'aise très rapidement en commençant par une chose très simple, c'est que personne ne sait comment on écrit un livre, et un écrivain encore moins. Et c'est pour ça que les écrivains écrivent des livres, c'est pour comprendre comment les écrire. Et parce que en fait, tout livre ou tout bon livre est unique, et donc un livre est une réponse formelle à un questionnement personnel de l'auteur. Sur un type de personnage, sur un type de conflit dramatique. Et il se dit comment faire de la littérature avec ça, et la réponse à cette question sera le livre fini.
Pourquoi je dis que personne n'a de méthode qui marche à tous les coups? Oui, un écrivain avance à tâtons parce que il n'a pas de plan détaillé comme un ingénieur quand il veut construire une machine pour assembler les pièces. Les pièces, il les découvre au fur et à mesure et il découvre en même temps le mode d'assemblage de ces pièces. Donc c'est en gros, il découvre l'ampleur de son imagination en arpentant son imagination. Et il n'a que l'écho de sa voix pour juger de la distance à parcourir et de l'éventuelle amplitude du terrain à couvrir. Donc, vu ces difficultés-là, comment réussir à transmettre quelque chose d'un écrivain à un autre? D'abord en commençant par affirmer que le talent n'est pas inné et qu'il se travaille. Je crois de moins en moins à l'image romantique de l'écrivain qu'on a beaucoup en France, qui a le don et c'est très bien pour lui, et celui qui n'a pas le don, ben, c'est tant pis pour lui, on peut rien y faire. Moi je pense qu'on est tous avec énormément d'imagination, de sensibilité, d'intelligence, sauf problème congénital. Mais le problème, c'est que cette imagination, cette sensibilité, on oublie de la travailler, on oublie d'en profiter. Et de lui donner une forme qui peut être littéraire comme picturale, comme musicale. C'est dire aussi que l'inspiration n'existe pas. Moi, je suis assez de l'avis de Cocteau qui disait qu'il fallait davantage parler d'expiration que d'inspiration, puisque ressentir est une chose, exprimer son ressenti en est une autre. Et c'est pas parce que vous avez une sensibilité à fleur de peau et que vous ressentez plein de choses et que tout ça s'embrouille dans votre tête et qu'il y a une sorte de magma créatif que vous avez en stock. Et c'est pas seulement ça qui fera de vous un écrivain. C'est la capacité travaillée et disciplinée d'exprimer un certain nombre d'émotions et de sentiments par des moyens littéraires sous forme d'un livre. Et c'est pour ça que je me plais à répéter que les muses sont mortes. Voilà, le talent littéraire, c'est pas quelque chose une sorte de grâce divine qui vous tombe sur la tête à la naissance. C'est quelque chose qui se travaille tous les jours et je continue à le faire. Voilà, c'est un travail quotidien. Et c'est un travail de recherche de l'imagination perdue qu'on avait à la naissance, qu'on avait enfant et que très rapidement on commence à perdre parce que ce soit l'éducation ou l'enseignement et plus tard la vie dite active, à aucun moment on stimule cette imagination d'un point de vue littéraire. Et parce qu'en fait, un enfant, c'est quelqu'un qui a une perception immédiate du monde. Et donc, sans s'en rendre compte, il fait des métaphores, et parce que il a pas la pensée et l'esprit déformés par l'ensemble de clichés, de préjugés, d'habitudes de pensée, qui un peu sclérose très rapidement l'imagination chez les adolescents et plus tard les adultes. Et donc, du coup, il a comme ça une perception sans la médiation de l'ensemble de codes sociaux et culturels qu'impose l'éducation et l'enseignement. Je suis un grand fan de l'école. Et voilà, apprendre à écrire, c'est un peu à apprendre à redevenir soi-même et à redevenir un peu l'enfant qu'on était et retrouver cette imagination qu'on a perdue sans s'en rendre compte parce que voilà, c'était il y a très longtemps et on ne savait pas en fait qu'on était poète sans le savoir. Donc c'est retrouver l'innocence de son enfance. L'innocence au sens vraiment le plus littéral du terme, c'est qu'il ne sait pas, et ça demande une certaine naïveté par rapport à son travail. Le métier d'écrivain, c'est avant tout un métier qui consiste à faire accroire au lecteur la vraisemblance d'une situation de personnage. Et si vous ne croyez pas à vos personnages comme à de vraies personnes de chair et d'os,
c'est dur au lecteur de suspendre son incrédulité euh, pour réussir à se plonger dans votre histoire, dans vos personnages, et à oublier que tout ça n'est que fiction jusqu'à la dernière page. Et à la dernière page, il reprend le cours de sa vie, enrichi de toute sa lecture. Et voilà, c'est vraiment, il faut se mettre à la place du lecteur et se demander comment lui faire croire à quelque chose. Et si vous-même n'y croyez pas, n'avez pas cette innocence, ça sera beaucoup plus compliqué. Ou alors, ce sera quelque chose d'un peu artificiel et de mal senti. L'imagination ou le style d'un auteur, c'est à la fois une voix et un regard. Donc une part de technique et de forme, mais aussi une manière particulière qui lui est propre de voir le monde. Et je résume ça souvent comme ça, c'est une manière personnelle d'exprimer une vision personnelle. Nabokov disait que l'art d'écrire est un art très futile s'il n'implique pas avant tout l'art de voir le monde comme un potentiel de fiction. Et c'est pour ça qu'un écrivain ou un apprenti écrivain doit être à l'affût dans ses lectures, dans son entourage, au cinéma, au musée, de situations qu'il peut transformer en fiction. Et c'est pour ça que moi, si vous m'invitez au restaurant, il y a de fortes chances que j'écoute davantage ce qui se dit à la table d'à côté que ce que vous êtes en train de me dire, parce que c'est un très bon exercice à faire, et je le propose souvent. C'est comprendre la discussion entre deux amis à la table voisine de la vôtre. C'est en soi un travail d'imagination, parce que vous avez très peu de données sur lesquelles élaborer une construction mentale, et vous demandez mais qui sont ces personnes, de quoi ils parlent, pourquoi l'une se plaint à l'autre d'un ami commun, etc. etc. Et déjà, c'est un travail imaginatif, et peu importe si vous avez raison ou pas sur la vie de ces personnes, l'essentiel, c'est à partir de ces personnes, de créer des personnages, et des personnages plausibles. Donc un travail de logique. Il y a deux pôles dans l'imagination, l'intelligence et la sensibilité, et l'une épaule l'autre, et vice-versa, pour réussir la création. Vous pouvez vous en sortir tout seul, hein, vous n'avez pas besoin de moi. Je suis ici la preuve qu'on peut s'en sortir tout seul, en suant beaucoup, en perdant beaucoup de temps. Et en France, la plupart des écrivains qui ont fait une œuvre sont dans cet état-là, parce qu'il n'y a pas de formation disponible, enfin, très largement disponible pour s'en sortir autrement que en mettant les mains dans le cambouis, en essayant de voir comment les livres sont écrits, etc. etc. Mais le problème de cette méthode un peu do-it-yourself, c'est que d'une part, il y a des risques que vous passiez à côté de certaines choses indispensables au métier d'écrivain, des techniques ou des principes fondamentaux. Et c'est autre inconvénient, c'est la perte de temps terrible en tout cas que moi j'ai ressenti. Pour mon premier roman, j'ai dû mettre 3-4 ans en discontinu, donc en gros 2 ans, mais divisé en séances de travail plus ou moins espacées, comme je pouvais, avec des centaines de pages supprimées parce que je suis parti dans des directions qui n'étaient pas convaincantes, et voilà, je suis tombé dans des impasses. Et moi, ce que j'essaye de transmettre soit le jeudi soir, soit dans ma formation payante, c'est une manière d'accélérer le processus comme ça, de maturation de la sensibilité et de l'imagination, pour éviter autant que faire se peut les impasses, et pour éviter autant que faire se peut les phases de découragement, parce que le quotidien d'un écrivain, c'est une sinusoïde de l'humeur. Et un jour, vous pensez que vous êtes un génie, le suivant, vous pensez que vous êtes
un raté parce que voilà, vous avez épuisé tout votre stock d'imagination pour la semaine et c'est dans les périodes de creux justement que la plupart abandonnent en fait. Donc vous pouvez gagner du temps si vous vous faites accompagner, que ce soit par moi ou par quelqu'un d'autre. Moi, en ce qui me concerne, ma formation, elle est divisée comme ça. C'est 4 samedis après-midi de 14h à 19h. La prochaine session commence la semaine prochaine. Il reste des places. Et en gros, chaque samedi a un thème spécifique. Le premier, c'est l'imagination. Ouais, en gros, il y a 2 cours et 2 ateliers, chaque cours amenant un atelier. En gros, les cours, c'est 45 minutes et les ateliers, c'est 1h30. Voilà, je laisse plus de temps à l'atelier pour que chacun puisse profiter autant que faire se peut de la formation. Les Muses sont mortes, les lois de la fiction, ce sont des cours assez théoriques pour comprendre comment les processus de l'imagination fonctionnent chez l'être humain. Les lois de la fiction, c'est aussi comment travailler le vraisemblable plus que le vrai. Parce que le premier défaut quand on commence à écrire, c'est que on croit que par le simple fait qu'on ait ressenti quelque chose et qu'on essaye d'être sincère par rapport à son ressenti, cela suffit. Et en fait, très souvent, ça ne suffit pas du tout, puisque comme disait Boileau, le vrai n'est pas toujours vraisemblable. Et que dans la vie de tous les jours, on a mille exemples de choses absurdes, inconcevables, incohérentes, ou si on essaie de la raconter dans un film ou dans un roman, on se dit mais personne ne va me croire, alors que c'est la vérité. Et c'est pour ça que dans certains films, il y a écrit d'après une histoire vraie où les faits sont inspirés de faits réels. C'est souvent une faiblesse des scénaristes qui ne veulent pas faire travailler leur imagination, mais c'est aussi, dans certains cas, indispensable parce que la réalité n'est pas aussi cohérente que la fiction. Et c'est une qualité de la fiction par rapport à la vie, c'est qu'une œuvre de fiction, qu'elle soit de littérature ou de cinéma, c'est un tout cohérent, qui a une cohérence interne, qui a un sens. La vie n'a pas forcément de sens. Et en plus, la vie est faite de moments de mou, de creux, voilà, pour moi, c'est une sorte de boue, de magma informe, avec dedans quelques pépites dispersées. Et le travail de tout romancier est de faire ressortir ces points extrêmement importants, extrêmement significatifs, et de les relier d'une manière qui lui est propre pour créer du sens et créer une cohérence dans tout ça. Et c'est pour ça qu'il faut mieux travailler la plausibilité de son histoire plutôt que... alors si vous êtes sincère dans vos émotions, c'est tant mieux, hein, je ne vous dis pas de feindre quoi que ce soit. Mais ça ne suffit pas. C'est ce petit point de détail que souvent on oublie et que beaucoup d'écrivains, hélas publiés, oublient trop souvent. Ce n'est pas parce que vous avez vécu ce que vous racontez que c'est d'une part intéressant et d'autre part bien exprimé. Et moi, ma méthode, on me posait la question comment on fait quand on est perdu, quand on est bloqué, quand on veut écrire mais qu'on ne sait pas par où passer. Moi, ma méthode, c'est de revenir à la personnalité de l'écrivain. Parce que je pense qu'on n'est pas fait pour écrire n'importe quoi. Je pense que chaque personnalité a en soi un stock d'histoires et qu'il faut lui donner les moyens et le temps de les exprimer. Mais voilà, de la même manière qu'un Spielberg ne pourrait pas filmer des histoires d'Antonioni, ça ne sert à rien que vous écriviez des histoires de science-fiction si votre truc et votre cam, c'est des histoires psychologiques ou d'analyse psychologique. Et non pas des explosions de vaisseaux spatiaux. Je caricature, mais c'est utile de caricaturer parfois. Et donc, moi, ma manière de fonctionner, c'est d'interroger en fait les élèves. Alors c'est un travail de dialogue, un peu de maïeutique socratique, et de voir en eux ce qui résonne d'un point de vue littéraire et dramatique.
Et par exemple, un exercice que je propose souvent, c'est le questionnaire de Proust. C'est un ensemble de questions sur la personnalité de celui qui répond. Et souvent, en fait, ça donne des axes de réponse, en fait, ou des pistes pour le travail imaginatif qui suivra. Et dans la précédente section, sur une idée en particulier, ça a très bien marché, parce qu'il y a une question, je ne sais plus, qui dit quel est votre principal défaut ou quelle est votre faiblesse, enfin, quelque chose comme ça. Donc c'est pas, je vous dis, c'est pas forcément simple d'y répondre, parce que ça demande un peu de laisser de côté sa pudeur pour y répondre, mais sa réponse était géniale, parce que je dis, mais il y a 1000 histoires à raconter à partir de ça. Et comme elle, c'était quelque chose qu'elle vivait depuis toujours, et de manière très personnelle, de manière très viscérale, elle était la mieux placée pour raconter ça. Et c'est là où la sincérité rentre en ligne de compte. Ça ne sert à rien de raconter quelque chose que vous n'avez pas, que vous ne réussissez pas à ressentir. Euh, un bon livre, c'est un livre personnel. C'est quelque chose pour lequel vous avez une certaine pertinence. Et voilà, c'est une méthode très égotiste, un peu à la Stendhal, où en gros, c'est une sorte d'aller-retour entre l'écrivain et lui-même pour un peu se juger et comprendre son potentiel. Oui. Alors, dans les impasses, le plus douloureux, c'est de prendre la décision de supprimer des centaines d'heures de travail. Et c'est une décision à prendre. Et les mauvais écrivains ne savent pas choisir, justement. Les mauvais écrivains rechignent à tuer leur chéri, comme disait Hemingway. Et le propre du métier d'écrivain, c'est de choisir continuellement quoi supprimer. C'est l'art d'écrire est surtout un art de savoir ce qu'il ne faut pas écrire. Et oui, non, quand moi, pour mon premier roman, j'étais coincé dans des impasses, j'ai décidé de moi-même de partir dans une direction et de supprimer les passages qui étaient obsolètes ou insignifiants par rapport à la nouvelle direction. Mais parce que bon, moi, je m'y suis pris de la pire manière, qui soit. En fait, oui, quand on écrit, on sait que d'une part, potentiellement, ça sera raté et que enfin, la plupart du temps, c'est raté. Hein. J'ai travaillé en maison d'édition littéraire et j'ai vu les manuscrits en première ligne et 99% du temps, c'est pas publiable. Donc il y a de fortes chances qu'on soit dans ce cas-là. Et si on est dans le dixième de pourcent à peu près convenable mais pas encore publiable, et là il y aura une séance de retravail qui peut être plus ou moins longue. Et souvent le retravail d'un manuscrit, surtout du manuscrit d'un premier roman, est peut-être encore plus compliqué que l'écriture, parce qu'on nous parachute des remarques assez succinctes et assez générales, et on doit se débrouiller avec ça. Et souvent, moi ça a été mon cas, le deuxième jet n'est pas encore convaincant. Et là aussi, c'est des étapes dans lesquelles on peut désespérer et abandonner. De quoi on parlait? J'ai perdu le fil. Ouais. D'accord. Mais oui, en fait, faut pas avoir peur d'être impudique, en fait. Il y a bien sûr le regard des autres, le regard d'un éditeur, le regard du public, mais de toute manière, c'est impossible de plaire à tout le monde, et c'est peut-être mieux de ne pas plaire à tout le monde, parce que sinon ce serait une œuvre consensuelle et un peu chiante. Mais durant le temps de l'écriture, il faut vraiment ne penser à personne d'autre que soi. Il faut écrire le livre que vous auriez aimé lire et qui est introuvable parce qu'il n'y a personne qui a pensé à l'écrire, et qu'il n'y a personne plus apte à l'écrire que vous. Et ensuite, voilà, faites-le lire à un écrivain, ou un éditeur plutôt, avec lequel vous sentez des affinités littéraires. Alors ça demande une petite connaissance des productions de chaque éditeur, enfin, de chaque maison et à l'intérieur de ces maisons de chaque éditeur, donc il faut un peu se tenir au courant.
ou d'envoyer comme ça, comme une bouteille à la mer, votre manuscrit à un écrivain que vous adorez, avec la lettre d'accompagnement qui soit ni de la failloterie, ni quelque chose de trop froid, mais quelque chose de personnel là aussi et de senti. Parce que tout écrivain adore recevoir des lettres d'admirateurs. Et si c'est bien écrit, il vous enverra un petit mot, il proposera de le faire lire à son éditeur. Et c'est peut-être une manière plus fine de rentrer dans l'édition à la place du format actuel. C'est j'imprime 15 fois en 15 exemplaires mon manuscrit, je le fais relier, je l'envoie à 15 maisons d'édition différentes et souvent vous recevez 15 lettres types de refus très, très stéréotypiques parce que les éditeurs n'ont pas le temps de vous dire c'est nul pour telle et telle raison. Et en général, ils vous disent malgré les qualités indéniables de votre prose, nous sommes dans le regret de refuser votre manuscrit qui ne rentre pas dans les lignes éditoriales de notre collection ou d'autres maisons, mais nous tenons à votre disposition pour la lecture de votre prochain manuscrit, bien cordialement, bidule truc. Et parce que c'est très dur de dire à quelqu'un que ce manuscrit-là n'est pas publiable. C'est pas évident. Oui. C'est-à-dire que je relis, je me dis ça va pas. Et techniquement, j'aurais besoin du regard de quelqu'un d'autre qui puisse me dire. Et j'arrive pas à comprendre. Non, mais il faut. Ça va pas. Oui, mais le regard de quelqu'un d'autre. Qui? Oui, non, c'est ça le problème. Qui? Le problème, c'est que. Le problème de soumettre votre manuscrit à vos proches, à votre conjoint, je ne sais pas qui, c'est que souvent, ce sont des gens qui sont bienveillants, hélas. Et donc du coup, ils vont dire ah c'est pas mal, y a une faute d'orthographe ici, mais sinon c'est pas mal. Et sauf que c'est pas ça qui va vous faire progresser. Et inversement, si vous faites dire ça à n'importe qui n'a pas forcément la même intelligence de la littérature que la vôtre et que peut-être que votre manuscrit c'est pas sa came et ça sert à rien de lui faire lire. C'est pour ça que c'est très dur de trouver la personne adéquate pour votre travail. Moi, je l'ai fait lire à une personne, mon manuscrit, c'était l'éditeur pour qui j'ai travaillé chez Grasset, parce que j'étais venu travailler avec lui, parce qu'on a la même conception de la littérature et que j'adore ce qu'il écrit, parce qu'il est écrivain par ailleurs, et que je savais que s'il me disait que c'était nul, c'était nul. Il n'y avait pas à chipoter et à jouer à l'artiste incompris, boudé par le public, en avance sur son temps. Et c'est très difficile à trouver. Et c'est moi ce que j'essaye aussi de proposer, c'est un regard critique, bienveillant mais critique. Mais c'est ça, le regard critique est extrêmement critique et pertinent et hyper difficile. Moi je trouve qu'on sait ses faiblesses, on connaît ses faiblesses, on arrive à les repérer. Et on arrive d'autant plus à les repérer parce qu'on chacun a ses faiblesses particulières, mais pour avoir lu des centaines de manuscrits, c'est toujours les mêmes défauts qui reviennent. Et les voir sur d'autres manuscrits ou d'autres travaux que les siens permet de revenir à son travail avec un regard neuf et informé et de se dire mais comment j'ai pu écrire ça. Et c'est un peu comme c'est des ateliers en petit nombre, ça a l'avantage sur les cours particuliers de permettre comme ça une sorte d'émulation de groupe. Et en même temps, c'est un autre avantage, c'est que comme c'est un petit groupe, il n'y a pas une sorte de diffusion de la qualité et de choses informes qui se produisent. C'est une bonne... J'imite vraiment le cours à une dizaine de personnes, en général, on est 5-6. Quoi? Oui, mes grosses erreurs, c'est de partir sans savoir dans quelle direction. Mais ça, c'est un peu un travers assez répandu. Et ça viendra, enfin, j'en parle dans le samedi consacré à l'intrigue et à la narration. Et d'ailleurs, à la fin de ce premier samedi, l'atelier Voir le monde comme un potentiel de fiction, normalement, à la fin, vous êtes censé en sortir avec l'argument de votre roman. Donc un argument, c'est être capable de dire en une phrase de quoi il retourne dans votre histoire. En gros, c'est l'équation d'un argument, c'est un protagoniste, une intention et un conflit.
Là, pour le coup, on peut faire assez basique et assez scientifique. Bon, il y a 1000 autres manières de voir un roman. Peut-être que des écrivains comme Beckett zapperaient le conflit, zapperaient l'intention, zapperaient presque le personnage pour faire quelque chose d'assez monocorde et monotone. Et c'est Beckett, mais peu de personnes ressemblent à Beckett. Et donc voilà, dans le doute, revenez toujours à l'humain et à votre protagoniste. Et si vous ne trouvez pas de protagoniste, tournez-vous vers vous-même et cherchez en vous les zones de conflit et les failles. C'est ce que j'appelle le noyau dur de votre sensibilité. Parce que je trouve que les meilleurs écrivains ne sont jamais aussi bons que dans leur tentative d'exprimer de manière littéraire leur propre conflit personnel. Après, je ne vous demande pas de faire de l'autofiction, mais par exemple, Fitzgerald, qui a écrit La Fêlure sur son problème d'addiction, sur ses problèmes, en fait, le seul problème de sa vie, c'est Zelda. Et Zelda, en gros, c'est une sorte de mirage aux alouettes. Il était plus attiré par la fille d'une riche famille sudiste que lui, pauvre petit cutéreux américain, ne pouvait même pas espérer. Et de par le brillant de son uniforme, il réussit à la séduire, mais seulement après avoir publié un roman pour montrer qu'il était digne de l'éclat de cette jeune femme. Et c'est ce qu'on voit très bien dans Gatsby le Magnifique. Il y a fondamentalement chez Gatsby un problème relationnel avec certaines castes de la haute bourgeoisie, de la côte est américaine. Et il pense que s'il réussit à être suffisamment brillant, à avoir suffisamment d'argent, c'est le complexe du nouveau riche en gros. Et ça, il l'a le mieux exprimé dans Gatsby le Magnifique. Et trouver en soi. Alors, c'est pas évident, et en un mois, à peu près la durée totale de la formation, bien sûr qu'on ne peut pas réussir à, comme ça, se faire une autopsychanalyse introspective en un mois, mais essayer comme ça de lancer des tentatives de compréhension. Et voilà, je propose différents exercices, des questionnaires de Proust, voilà, une sorte de dialogue entre l'élève et moi pour comprendre un peu qu'est-ce qu'il peut faire. Et ensuite, à partir de ça, voir qu'est-ce qu'on peut faire dramatiquement, littérairement, avec ce genre de faiblesse ou de faille. Le deuxième samedi, c'est un samedi narration, intrigue, histoire, tout ce que vous voulez. C'est en gros comment vous y retrouver dans votre imagination et en sortir par le bon bout. Donc en gros, c'est un cours sur les lois de la narration, qui raconte, comment, quelle distance par rapport au personnage, quel point de vue. Est-ce que c'est du jeu, du il, du tu, par moment ça existe. Et comment transformer cette phrase d'argument en une suite logique d'événements qui mènera au dénouement. Alors là, c'est quelque chose que j'adore parce que je le fais sans m'en rendre compte et en 1 heure et demie, tout le monde a déjà de quoi travailler pendant des mois et des mois parce que en fait, c'est de la logique et c'est assez simple. Finalement, une fois qu'on a l'esprit encodé de la bonne manière, c'est assez simple de réfléchir. En plus, je suis assez bon client pour les histoires qu'on me soumet. Je dis c'est génial, t'as pensé à ça? Ah bah non, ah bah on pourrait essayer. Et ensuite, comment à partir de cette suite logique d'événements, organiser l'impatience du lecteur? Parce que la littérature, c'est une forme d'érotisme. Moins vous en dites et moins vous en montrez, et plus le lecteur va être captivé, va vouloir tourner la page pour savoir, à partir des éléments mystérieux que vous saupoudrez à dose homéopathique tout au long de votre histoire, savoir qu'est-ce qui va se passer et savoir qui est ce personnage dont vous racontez l'histoire. Et ça demande un peu de pratique et c'est quelque chose d'améliorable à l'infini. Et en atelier,
on prend tout ça, on essaye pour chacune des histoires du groupe, essayer de trouver la meilleure manière, la plus dramatique, la plus prenante de raconter ces histoires. Troisième samedi, la structure. C'est souvent l'abonné absent des manuscrits avec le style. La structure, c'est ce que j'appelle, après Roland Barthes, ça fait hyper pédant de dire ça, je suis désolé, le feuilleté des symboles. C'est en gros, c'est un ensemble de lignes thématiques, d'images, de thèmes récurrents dans votre histoire, qui va structurer et organiser la cohérence de l'histoire. Parce que s'il n'y a qu'une intrigue, votre livre il sera peut-être lu une fois, mais il ne sera sans doute pas lu deux fois. Et oui, d'accord. Mais moi je suis mégalo, alors je vais être lu dans 100 ans. Donc, mais oui, être lu une fois, c'est pas mal déjà. Et par exemple, à la précédente session, j'avais étudié la structure des Enfants terribles de Cocteau, qui est peut-être l'œuvre la plus intéressante d'un point de vue structurel à étudier en cours, parce que sur chaque page, il y a des milliers, enfin, c'est mon côté marseillais, des dizaines d'images, de thèmes, comme ça, récurrents, qui vont structurer un peu l'inconscient du lecteur et sa perception en fait de la chose la plus visible qui est l'intrigue et les personnages. Et donc comme ça, il y a le thème de la machine détraquée, où en gros Cocteau essaye de faire une tragédie grecque dans un roman français du XXe siècle. Et donc il y a plein de symboles, de signes qui informent le regard averti du lecteur sur ce qui va potentiellement se produire par la suite. Et donc il y a comme ça des métaphores, des images de grandes figures, la main du destin, quelque chose, un automate qui va être l'intermédiaire du destin sur Terre, une thématique de la mort aussi. Enfin voilà, plein de choses qui sont passionnantes à relever pour amorcer une analyse approfondie du roman et également une manière de voir, nous, comment on peut, pas reproduire ça, parce que ça ne sert à rien, c'est déjà fait, mais travailler la cohérence de son histoire. Parce que l'histoire c'est la part la plus superficielle d'un roman. Ce qui compte, c'est un peu la vision particulière que vous voulez exprimer. Et souvent, elle sera exprimée à travers des images et des thèmes récurrents. Et c'est bien de les trouver, ce que j'essaierai de faire dans le premier des deux ateliers. Et ensuite, de voir comment faire jouer l'un et l'autre, l'un pour l'autre, l'intrigue et la structure, et voir en quoi... parce que c'est un peu comme en musique, la technique du contrepoint. Vous n'allez pas... sur chacune de vos pages ou sur chacun de vos chapitres, mettre d'office tous les thèmes à chaque fois et toutes les images récurrentes à chaque fois. Il s'agit de faire remonter à la surface de l'histoire au bon moment la bonne image et ainsi de suite, la faire revenir suffisamment longtemps et régulièrement pour, comme ça, créer une sorte d'atmosphère ou d'arrière-fond symbolique et peut-être même mythologique pour donner toute la profondeur et la perspective au roman. Et je crois que c'est tout pour cette demi-journée. Et la fin est la plus douloureuse, c'est le style, c'est l'autre grand problème des manuscrits qu'on peut lire dans des maisons d'édition. Si un bon livre et une manière particulière d'exprimer une vision particulière, les mauvais manuscrits n'ont ni structure ni style. Et souvent, c'est comme ça une enfilade de clichés et de choses convenues, et il n'y a rien vraiment de substantiel et d'intéressant. Et le style, c'est à la fois le plus simple à comprendre et le plus difficile à réussir. Et s'il y a une chose que je veux que mes élèves retiennent de ma formation, c'est l'intitulé du premier cours de la demi-journée, « Écrivez avec l'imagination du lecteur ».
Et ça, j'ai mis beaucoup de temps à le comprendre. Je ne sais pas pourquoi, mais dès qu'on se met à écrire, on a la première peur qui nous vient à l'esprit ou inconsciemment, c'est attention, le lecteur ne va pas comprendre ce que je veux lui raconter, lui exprimer, ne va pas comprendre mes personnages. Et sans qu'on s'en rende compte, on se met à expliquer les personnages. Et c'est la pire des méthodes pour happer l'intérêt et l'imagination du lecteur. Parce que si vous lui expliquez tout, il a plus de travail, le lecteur. Un livre, c'est une co-création entre un auteur et un lecteur. Et si vous ne jouez pas avec les cartes du lecteur, c'est comme au poker. Au poker, vous ne jouez pas avec les cartes que vous avez en main, mais vous jouez avec la main de vos adversaires, puisque c'est une question de statistique. Et comme la littérature, c'est une question de vraisemblance et donc de probabilité, enfin de plausibilité plutôt, si vous ne jouez pas avec l'imagination du lecteur et si vous ne la faites pas participer activement à l'élaboration de la scène et des personnages, ça ne marchera pas. Si votre but dans une scène, c'est d'exprimer la tristesse ou la mélancolie d'un personnage, ça ne sert à rien de dire au lecteur noir sur blanc ce personnage est triste. Je caricature, mais souvent c'est le cas. Et parce que en fait, le fait de dire noir sur blanc, de nommer le sentiment que vous voulez exprimer, c'est en fait vous faites le travail du lecteur. Le travail du lecteur, c'est de comprendre ce que vous voulez exprimer. C'est pas de suivre bêtement un mode d'emploi. Alors, mon personnage, là, que je suis en train de lire, il est triste, il n'est pas content, là, il vient de se faire plaquer, le pauvre. En plus, il pleure, c'est vraiment le signe qu'il est triste. Hein. Là, j'ai tous les éléments pour être sûr de moi. Ça plaira peut-être aux plus paresseux des lecteurs, mais ce n'est pas ce qui fera de votre livre un bon livre. Et c'est pour ça qu'il faut donner le minimum d'informations. Donc c'est plutôt un travail en moins que vous avez à faire, mais un travail en plus au sens où votre travail, c'est choisir ce qu'il faut écrire et ce qu'il ne faut pas écrire. Et en gros, moi, j'aime bien voir la situation telle qu'elle. Votre but, c'est de mettre certains points et de laisser au lecteur le soin de dessiner la grande image tout seul, parce qu'il n'est pas bête, il est aussi sensible et intelligent que n'importe qui. Et les anglophones disent très simplement « show, don't tell ». C'est dire qu'il faut suggérer et non pas nommer, expliquer laborieusement, inutilement, parce que le lecteur a déjà compris un paragraphe avant ce que vous voulez dire. Donc en gros, il y a 2 ateliers centraux dans cette demi-journée. C'est comment éviter et repérer les clichés. Donc les clichés, c'est une image littéraire qui est devenue, à force d'être utilisée, fanée, et qui a perdu son pouvoir évocateur et qui ne veut plus rien dire. Quand je vous dis blanc comme neige ou toute autre forme de cliché, vous ne voyez pas tout d'un coup, ah mais c'est bien sûr, c'est blanc comme neige. Vous ne voyez même plus la neige tellement c'est le cliché délavé. Et le propre d'un écrivain, c'est de donner à voir quelque chose. Puisque vous n'êtes pas comme un réalisateur, vous ne pouvez pas vous reposer sur la photographie de votre film pour comme ça capturer l'attention du lecteur. Et si vous ne réussissez pas la projection d'images dans le cerveau du lecteur, c'est foutu. Et l'autre atelier, c'est repérer les explications inutiles et voir comment ce que vous voulez expliquer, ne pas l'expliquer, mais le suggérer. En gros, la meilleure manière de ne pas expliquer, c'est de vous demander qu'est-ce que je veux exprimer dans cette scène. Vous faites une liste, par rapport à mon exemple de tout à l'heure, tristesse, mélancolie, vague à l'âme, et tout ça, vous considérez ça comme une blacklist et vous ne pouvez pas utiliser ces mots. Et cette interdiction va vous demander une certaine ingéniosité pour contourner ce problème de ne pas pouvoir utiliser ces mots et trouver la manière littéraire, à savoir imagée, par le biais de métaphores, par le biais d'ellipses, pour suggérer le plus en disant le moins. C'est un travail de litote. Et
je rajoute un dernier cours avant de vous laisser retourner à une vie normale, la mise en page d'un manuscrit. Je me suis aperçu, c'est pas quelque chose que je proposais au départ dans la formation, mais je me suis aperçu qu'il y a un grand problème de mise en page des manuscrits, que les gens ne savent pas utiliser Word, qu'ils ne savent pas définir des styles et, de mise en page. Et si votre manuscrit est mal mis en page, ça ne plonge pas le lecteur et l'éditeur éventuel dans le bon état d'esprit pour vous lire. Si votre livre ne ressemble pas à un livre, ou en tout cas à un manuscrit digne de son nom, ça ne marchera pas. Voilà en gros le programme des festivités. Jusqu'au 10 janvier, il y a 200 € de remise, donc ça fait une formation à 500 €. Vous pouvez payer par chèque en plusieurs fois si vous préférez. Et je crois que c'est tout. Je vous remercie. Avez-vous des questions? Est-ce que j'ai oublié d'évoquer des problèmes, des choses que vous rencontrez en écrivant Oui. À part le problème de dialogue qui mérite une étude à part. Mais oui. Sur le travail de l'intrigue, jusqu'à quel niveau travailler l'intrigue avant d'écrire? Alors, il faudra revenir demain. Non, je rigole. Non, mais demain, je parle aussi d'un travers qu'on peut avoir, c'est de vouloir trop planifier et comme ça de repousser d'autant la phase d'écriture à proprement parler. Parce que vous n'aurez jamais toute l'histoire en tête avant de vous lancer. Mais c'est bien d'avoir, d'une part, enfin c'est indispensable d'avoir l'argument, donc le cap qui va définir votre trajet d'écriture, et ensuite d'avoir, mettons, la scène d'exposition et une image assez précise du développement, mais bon, le dénouement, c'est pas la peine de forcément en avoir un avant de se lancer dans l'écriture. Mais ça peut être un synopsis d'une page. Hein. Je vous demande pas de me faire un plan de 50 pages pour un livre de 100 pages. Hein. Il y en a qui font ça, je ne sais pas comment, mais ça peut être quelque chose de très simple. Et en fait, le problème, c'est que tant que vous n'écrivez pas, vous n'avez pas commencé l'écriture de votre roman. C'est bête à dire et j'enfonce des portes là, mais les idées ne comptent pas, et c'est pas parce que vous avez quelque chose de splendide en tête que ce sera splendide sur le papier. Et parce que l'essentiel de ce qui va se produire dans l'imagination du lecteur proviendra des finesses d'écriture que vous saurez trouver au moment d'écrire. Parce que, voilà, encore une fois, votre métier, c'est pas d'expliquer, de nommer les choses que le lecteur doit ressentir, mais c'est de trouver les manières alternatives de l'exprimer par des métaphores, par un rythme, par une situation particulière qui n'est pas expliquée et qui interpelle le lecteur d'une manière ou d'une autre. Et ça, c'est pas quelque chose qui est paramétrable, qui est prévisible et planifiable. C'est quelque chose qu'on trouve comme ça dans l'élan créatif. Et alors qu'on peut travailler à côté par des exercices précis. Moi, j'aime bien diviser les problèmes complexes en tâches simples. Et c'est pour ça que parfois je propose des petits exercices d'écriture sur 1, 2, 3 pages, sur un objectif précis, et essayer d'exprimer sans le nommer tel sentiment par exemple, ou telle situation sans l'expliquer, pour une fois que dans votre travail sur votre roman ou sur votre projet d'écriture personnelle, vous ayez le bon réflexe au bon moment, et une certaine intuition de ce que vous devez faire et pas faire. À partir du moment où vous tenez votre personnage, vous savez comment il fonctionne,
il suffit de... L'intrigue, en gros n'est qu'une excroissance du personnage. C'est quelque chose sécrété par le personnage. Et il faut suivre la ligne de plus grande pente du personnage pour savoir ce qui va se passer. Donc ce qui est central, c'est le personnage, c'est pas l'intrigue. Ah oui, l'intrigue, on s'en fout en fait. J'ai oublié de le dire. Voilà, et le problème, c'est que trop souvent, les gens veulent plaquer quelque chose de très artificiel, des rebondissements, des trucs comme ça, sur des personnages qui n'en sont pas, qui sont des marionnettes, des choses creuses, qui ne sont pas vécues, qui ne sont pas senties, qui ne sont pas incarnées. Et c'est pour ça qu'il faut partir de l'élément central, la sensibilité ou la psychologie du personnage, pour ensuite aller vers l'extérieur, l'intrigue et tout ce qui suit. Non, mais bien sûr, la plupart des romans policiers ont une intrigue, un suspect ou quelque chose qui va comme ça innerver de manière centrale et transversale tout le roman. Mais c'est bien c'est indispensable de partir du personnage pour se mettre à sa place et se dire, dans cette situation, qu'est-ce que je ferais moi, sachant telle et telle donnée du personnage. Parce que voilà, si votre personnage ne répond pas de manière vraisemblable à une situation, s'il y a une incohérence, le lecteur va sortir du rêve qui est la fiction et va se dire mais qu'est-ce qu'on essaie de me raconter là, c'est faux, c'est pas bon, c'est tout ce que vous voulez, mais c'est pas réussi. Donc oui. Il faut certes pour un roman policier avoir du suspense, mais le suspense ne peut être là aussi un corollaire de la manière d'amener la compréhension progressive du personnage. Quand je disais qu'il fallait organiser et gérer au mieux l'impatience du lecteur, c'est ça aussi. Comment lui donner à dose homopathique des éléments d'information sur le personnage ou sur les personnages pour que lui, entre chaque piqûre de rappel, il soit forcé comme indispensablement à construire une image mentale du personnage et tenter en avançant dans sa lecture à la corroborer à d'autres faits pour voir. En fait, le lecteur est une sorte de détective, si on reprend l'image du roman policier. Et son métier, comme le métier d'un écrivain, est de comprendre les motivations du personnage ou d'un criminel. À un moment, vous vous rendez compte que sur les 10 personnages de votre histoire, il y en a 5 en trop, que tel chapitre ne sert absolument à rien et qu'il faudrait mieux le transformer en nouvelle indépendante parce que ça n'a pas sa place. Il y a un principe de parcimonie aussi dans l'écriture, c'est comment dire les choses avec un minimum d'éléments. Et parce que souvent le travers quand on commence, c'est qu'on veut tout dire de ce qu'on a en tête et souvent tout ce que vous avez en tête n'est pas bon pour un seul roman ou un seul livre. Et il faut savoir faire de la part des choses, de ce qu'il faut mettre, de ce qu'il ne faut pas mettre. Et c'est pour ça qu'avoir une idée précise de l'argument, du protagoniste, de sa manière de réfléchir, et son tempérament, sa psychologie, ses humeurs, son passé. Ça, j'en parlerai demain, mais à un moment, il faut arrêter de travailler dans l'abstrait en élaborant comme ça des plans d'état-major et vraiment faire un travail d'acteur et se dire, ce personnage, comment je le vis. C'est le moment où vous arrêtez, c'est quand l'œuf est plein. C'est quand vous ne pouvez plus rien faire tenir dedans, il y a un principe d'inertie qui se met en place tout au long de l'écriture, c'est que plus vous écrivez, moins vous avez de latitude d'action dans l'écriture. Parce que vous êtes tenu par les pièces mises en place préalablement, et que le moindre ajout peut faire vaciller l'édifice et le fragiliser et le détruire. Ça retombe sur la même dynamique, c'est-à-dire que vous sentez que vous êtes dans l'impasse parce que ça ne bouge plus, et vous sentez que vous êtes au bout du processus parce que tout est dedans. Oui, voilà, c'est ça. C'est un moment, que ce soit pour le travail de fond sur les personnages, sur l'intrigue, sur la structure, ou plus de forme sur les placements de virgule ou autres prises de tête qu'on peut avoir.
c'est un moment où vous vous rendez compte que vous faites du surplace, et soit c'est parce que tout est déjà dans le roman et dans le livre, et c'est pas la peine de rajouter quoi que ce soit d'autre. Ou alors, c'est que vous êtes au pied d'un mur et que c'est le moment de prendre un virage. Ça fait penser aux suites, parce qu'au final, quand vous voyez, on veut reparler de quelque chose, souvent les suites sont assez décevantes pour le lecteur. Enfin, c'est d'augmenter... Bah, le problème des suites et des histoires épisodiques, c'est que souvent c'est quelque chose d'assez alimentaire, et les écrivains rajoutent pour une suite, pour faire une suite, et peut-être qu'ils avaient déjà tout dit. Mais c'est pas ce que je vous recommande forcément. Mais après, on peut avoir une histoire hyper longue que vous découpez en grands livres comme Proust. Et ça, c'est pas. Il faut considérer l'ensemble comme un seul livre, en fait. Mais. Oui, alors après, le problème, c'est que voilà, tout d'un coup, au 3e épisode, il y a toute une famille qui apparaît, parce qu'il faut relancer la mécanique. Et le problème, c'est souvent l'apparition miraculeuse de nouveaux personnages signale la dilution de l'inspiration initiale, et de cette puissance imaginative qu'on peut avoir au début, et qui s'épuise au fur et à mesure. Et quand vous arrivez à la fin, vous êtes crevé, vous ne voulez plus entendre parler de votre livre. Et c'est souvent le signe, en effet, que c'est un travail à la chaîne et assez peu littéraire, finalement. Le recul est en effet indispensable. Il faut faire reposer le manuscrit un mois pour revenir. Ou alors, un autre conseil, changer la mise en page. Moi, j'ai redécouvert mon livre quand j'ai dû corriger les épreuves, parce qu'il était maquetté comme le livre final. Et là, j'ai vu, oh là là, c'est ça que j'ai écrit, et c'est horrible. Là, je voulais surtout plus qu'il parte un imprimeur, et j'ai passé un week-end douloureux à pas tout réécrire, mais à supprimer pas mal de choses, parce que là, c'est la première fois que j'ai véritablement senti toutes les explications inutiles, toutes les expositions, les présentations inutiles de personnages. Et là j'ai fait des coupes, parce que on comprenait 100, en fait. Et si on comprend 100, c'est pas la peine de rajouter, en fait. Donc c'est un peu son propre regard qu'on arrive à éduquer. Voilà. Mais c'est bien de l'éduquer le plus rapidement possible pour... Et justement, sur la mise en page, tout à l'heure vous l'évoquiez, les 2-3 conseils pour... Faites simple. Pour nous, Faites simple. Ouais, mais, alors, en gros... lire, privilégier les espaces blancs, on va dire. C'est un interlignage généreux, des marges généreuses, que vous puissiez vous annoter vous-même, ou que l'éditeur puisse vous annoter. Pas d'impression recto-verso, pas de choses comme ça. Un corps de texte ni trop grand, ni trop petit, taille 12, c'est assez standard. Pas de police de caractère fantaisiste. Éviter le comics sans MS ou d'autres horreurs de ce genre. Après je conçois que tout le monde n'est pas typographe, mais voilà, faites simple. Pareil pour la présentation de la première page de votre manuscrit, évitez de mettre des images ou des choses de mauvais goût qu'on peut parfois rencontrer. Et mettez le titre, votre nom, vos coordonnées, paginez vos feuillets, accompagnez le tout d'une lettre d'accompagnement, ouais, tout simplement. Quoi d'autre, et adressez-la à la bonne personne. Voilà. C'est de la même manière que quand... Même pour soi, en fait. Oui. Mais voilà, une marge et un interlignage généreux, ça me paraît de bons conseils pour commencer. Moi, je suis un grand fan de danse, et le propre des très bonnes danseuses, c'est qu'elles ont assimilé une grande part de technique, et qu'elles commencent à devenir bonnes quand la technique est tellement assimilée qu'elles l'oublient, en fait. Et qu'à partir de ce moment-là, fortes de cette base technique, elles peuvent vraiment exprimer quelque chose. Et le problème, c'est que soit on n'a pas la technique, soit on l'a trop, et soit on ne l'a pas,
soit on est trop scolaire et on veut bien écrire, et ça a été l'une de mes erreurs, c'est avoir voulu bien écrire. Et j'étais comme ça, un peu cambré, un peu artificiel, et je faisais des métaphores pour faire des métaphores, et c'était mal senti, et c'était mal, c'était tout simplement mal. Et donc voilà, Cocteau disait il faut savoir boiter avec grâce, et c'est ça, c'est comment être un peu écrire décravaté, et garder une spontanéité, un naturel, mais que cette nonchalance-là soit élégante, et une forme, et un sens, enfin voilà, quelque chose qui se tienne. Oui, non mais je dis pas que c'est simple. Il faut avoir une violence avec soi-même. Faut pas être dans la complaisance, faut pas être dans le... faut être ni dans la complaisance, ni dans l'autocritique permanente, les flagellations, que je fais parfois, mais c'est mal. Non, parce que à trop se corriger, à se juger, on en vient à s'étrangler soi-même, en fait. Et c'est là les périodes d'inhibition qu'on peut avoir, ou de blocage, c'est aussi des moments où on est trop critique vis-à-vis de soi-même, et on oublie de se laisser aller et de se détendre. Moi, le meilleur conseil qu'on m'ait donné, c'était détendez-vous. Parce que voilà, j'étais hyper tendu, je voulais bien écrire à tout prix, je voulais faire preuve d'imagination à tout prix, et voilà, c'était un défaut. Et c'est très dur de se détendre, en fait, surtout quand on commence. Parce que quand on commence, on veut révolutionner la littérature, on a de grands projets. Et c'est bien d'avoir de grands projets, mais commencer par raconter une histoire, c'est tout aussi bien. Parce qu'il faut déjà comprendre comment construire une histoire avant de la déconstruire pour faire autre chose. Et voilà. Raconter une histoire, un personnage. Je suivais un personnage, je suivais le déroulement logique de sa vie selon ce que vous savez, ou ce que vous avez imaginé de lui, et voyez où ça vous mène. Voilà. Bon courage.